Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet de nos podcasts sur l'autonomie. Nous allons explorer ensemble, au cours de cet épisode 226, comment trouver ce savant équilibre entre autonomie et contrôle. Alors cette semaine, j'ai envie de vous parler de Marie-Christine qui offre dès qu'elle peut le jeu 2 minutes de bonheur ensemble. Elle me dit que c'est un jeu super sympa et peu encombrant et qui fait dire et entendre des choses étonnantes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. C'est très très bien, me dit-elle. Alors, et vous, à qui allez-vous offrir 2 minutes de bonheur ensemble, notre jeu intergénérationnel? Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Mon chéri a rendez-vous chez le coiffeur demain. Je me fends d'un petit rappel alors que je l'ai déjà mis dans son agenda électronique. Ça l'agace. Lorsque mon père passe des vacances avec nous, je suis en hyper-vigilance sur la prise de ses médicaments, alors que toute l'année, il se débrouille tout seul. Il dit que c'est dommage de lui rappeler toute la journée qu'il a des petits bobos. Mon grand participe à une vente de gâteaux pour l'école. J'ai tout fait. De la liste des courses à la confection des 3 cakes yaourts. Et pourtant, je le sens tout déçu et pas très heureux d'y participer. Et là, ça me chicote. J'en fais trop et j'ai l'impression que ça n'aide pas grand monde. Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Est-ce que je peux laisser faire? Et comment leur donner une autonomie sans trop de contrôle? Pour rappel, dans notre podcast 224 sur l'autonomie, nous avons défini justement l'autonomie comme le fait de faire les choses librement, de pouvoir faire de vrais choix parce que nous nous sentons alignés sans forcément dépendre excessivement des autres. Il en découle la capacité à résoudre des problèmes, à gérer son temps et à s'organiser. Être autonome induit aussi une confiance en ses capacités et ses compétences. Et c'est aussi avoir la simplicité de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Et le contrôle, lui, il se définit par notre capacité à diriger ou réguler un événement, une organisation ou une action. Évidemment, le contrôle peut être interne quand il s'agit d'agir sur soi-même, ou externe lorsqu'une personne exerce une position de protection ou a un rôle organisationnel sur une autre personne, comme un parent, un supérieur hiérarchique ou un médecin. Arrêtons-nous pour commencer sur les raisons pour lesquelles nous avons bien souvent envie de contrôler. Effectivement, nous adoptons souvent sans en être conscients des comportements contrôlants lorsque nous nous sentons en position de responsabilité par rapport à quelqu'un d'autre. Avec nos enfants, nos collaborateurs ou encore nos parents vieillissants. Nous sommes tentés de leur mâcher le travail, de baliser le chemin ou encore carrément de contrôler la façon dont ils vont effectuer une action. Un exemple concret. Le matin, je souhaite être présente à la préparation de mes fils pour quitter la maison, alors qu'ils savent très bien qu'ils doivent mettre un manteau, un bonnet et des chaussures et qu'ils connaissent leurs horaires. J'ai toujours préparé leur sac alors que nous avons fait ensemble un pense-bête visuel avec ce qu'ils ont à emporter chaque jour. Je ne peux pas m'empêcher de vérifier que tout y est. Qu'est-ce que ce manque de lâcher-prise vient dire de moi? Si je veux tout contrôler, c'est peut-être parce que je ne peux pas supporter l'idée que mon fils n'aura pas ses baskets pour son cours de sport. Que pensera sa maîtresse de lui ou de moi s'il ne fait pas son travail à la maison à temps ou s'il est négligé? Nous voulons tous être aimés, tous nous sentir appartenir à un groupe. C'est humain. Cela fait même partie des besoins les plus fondamentaux développés dans la fameuse pyramide de Maslow. Cependant, vouloir appartenir à tout prix au groupe peut nous pousser à essayer de nous conformer toujours plus à ce que nous pensons être les attentes des autres. Par exemple, je dois être la fille parfaite pour mes parents dépendants, sinon je serais perçue comme ingrate et indigne d'être aimée. Pour cela, je vais m'épuiser à tout prendre en charge pour eux, sans demander de l'aide ou prendre du recul pour discuter avec eux sur leurs besoins véritables. Je vous recommande ici un petit détour par notre podcast 141 « Je ne peux pas plaire à tout le monde », si vous sentez que vous penchez de ce côté-là. Les personnes contrôlantes peuvent aussi ressentir le besoin de baliser tout leur environnement pour éviter la douleur d'une des blessures de l'âme qui est la trahison. Rappelez-vous, c'est une des blessures développées par Lise Bourbeau dont nous avons parlé dans notre épisode 209.
La personne qui a souffert de la blessure de trahison a développé le masque du contrôlant parce qu'elle a souvent enfoui au cours de sa petite enfance une profonde blessure lorsque les choses ne se sont pas passées selon ses attentes. Cette personne, rappelez-vous, comble inconsciemment cette perte de confiance dans l'autre et se met à tout prévoir, un bon moyen de s'assurer qu'elle va pouvoir tenir ses engagements, d'une part, et d'autre part, cette personne va pouvoir se prémunir contre les potentiels manquements des autres. Le contrôlant a tendance à faire à la place des autres. Il a de la difficulté à déléguer. Il est important de reconnaître cette blessure pour pouvoir la soigner. Alors, nous pensons que nous pouvons tout obtenir à la force du poignet, et donc implicitement que notre bonheur dépend de ce que nous pourrons accomplir et de notre réussite tangible. Or, il y a des circonstances indépendantes de nous, de notre volonté ou de notre force. Comme l'a rappelé la pandémie du Covid-19, il y a aussi des domaines de notre vie qui, même avec tous les efforts du monde, échappent à notre contrôle. Par exemple, je ne peux pas sécuriser que mes enfants auront un métier qui les protège du besoin ou qu'ils seront heureux en couple s'ils choisissent seulement de l'être d'ailleurs. Je vous renvoie à notre épisode 129, j'arrive à lâcher prise pour travailler cette notion. Effectivement, nous ne sommes pas responsables du bonheur des autres. Enfin, dans le cadre de la parentalité, et comme cela a été observé par les chercheurs de la théorie de l'autodétermination, il y a plusieurs facteurs qui poussent les parents à contrôler le comportement de leurs enfants. Premier point, l'héritage familial. Même lorsqu'ils l'ont mal vécu, les parents qui se sont sentis contrôlés par leurs propres parents ont tendance à reproduire ce schéma sur leurs propres enfants. Deuxième point, la pression à obtenir le meilleur de leurs enfants, à les protéger de toute source de douleur ou de danger et donc de les empêcher de faire leurs propres expériences. Rappelez-vous, un enfant a besoin de tomber 1200 fois avant de marcher. Enfin, et c'est parfois une réponse naturelle au comportement parfois chaotique et imprévisible de nos enfants, les parents pensent sincèrement que le comportement de leurs enfants est un appel à plus de contrôle. Allez, je change de regard. L'autonomie n'existe pas sans contrôle. Et oui, Cléopâtre n'existe pas sans César, Bonnie sans Clyde, Napoléon sans Joséphine, Sherlock sans Watson, Black sans Mortimer, Timon sans Pumba, Astérix sans Obélix, Tom sans Jerry, Mario sans Luigi, Tic sans Tac, Beyoncé sans Jay-Z. Il en va de même pour l'autonomie, elle n'existe pas sans le contrôle. Contrôle et autonomie sont donc deux notions complexes, à la fois antagonistes et complémentaires. Imaginez qu'augmenter l'autonomie va diminuer le contrôle est beaucoup trop simpliste. Ces deux notions travaillent ensemble, non comme des vases communicants, mais comme deux pieds indépendants bien ancrés dans le sol et reliés à un tronc qui est celui du bien-être. Nous sommes bien dans une logique de et non de soi-soi. C'est être et autonome et contrôlant, au lieu de soit je suis autonome, soit je suis contrôlant. Comme vous l'entendez, cet équilibre est assez fin. Nous allons aller l'explorer dans la sphère à la fois professionnelle, en éducation, au niveau de la parentalité et dans le couple. Prenons l'exemple en entreprise. Des employés autonomes qui ont la liberté de gérer leur emploi du temps, de prendre des décisions sur la manière d'atteindre leurs objectifs et d'innover dans leurs approches sont en général des employés heureux. Et quel que soit leur niveau, ils seront plus motivés, plus créatifs, donc plus productifs et sans doute le sentiment d'appartenance à l'entreprise sera plus fort. Par contre, trop d'autonomie risque de générer un manque de cohérence dans les process et un manque de sens dans l'entreprise. C'est donc pour cette raison que la structure, donc l'entreprise, va apporter un contrôle pour garantir par exemple des normes de qualité et de sécurité pour atteindre des objectifs fixés et également pour donner un sens directeur à sa mission. L'idée de trouver un juste équilibre qui assure l'autonomie individuelle et un contrôle pour atteindre les objectifs ou garantir la sécurité du groupe. Si nous continuons dans le domaine de l'éducation, un enseignant encourageant l'autonomie va chercher à augmenter la motivation et donc faciliter les processus d'apprentissage de ses élèves. Prenons un exemple. Dans une classe d'histoire, laisser libre choix aux élèves de choisir leur thème de devoir va développer chez les élèves de la collaboration et ils feront leur apprentissage et leurs devoirs à leur rythme.
C'est d'ailleurs bien le principe de Maria Montessori. Pour avoir ce bon équilibre, de son côté, le professeur va exercer un certain contrôle en fixant les objectifs d'apprentissage. Si je reprends notre exemple, elle va définir une période d'histoire comme la Première Guerre mondiale en Europe. Et également, le professeur va favoriser un cadre de travail propice à la réalisation de la tâche en proposant par exemple des biographies ou des sites de référence. Le tout avec des règles de classe claires et appropriées. Le professeur va également donner un timing à respecter. Une fois de plus, dans cet exemple, on voit bien comment équilibre entre autonomie et contrôle se fait sur des pans qui sont différents. Et en famille, cet équilibre entre autonomie et contrôle est juste essentiel à une vie de famille harmonieuse. Les parents peuvent favoriser l'autonomie en proposant à leurs enfants de faire des choix, bien sûr adaptés à leur âge et à leur développement, comme choisir le parfum de son yaourt, choisir son histoire le soir, choisir son repas d'anniversaire, choisir ses activités extrascolaires. Ces choix sont cruciaux car ils aident les enfants à exprimer leurs souhaits, leurs opinions et leurs émotions. C'est aussi un bon moyen de participer à la vie de famille en choisissant aussi une tâche à faire pour la communauté. De leur côté, les parents établissent un cadre, une sorte de contrôle, qui garantit la sécurité physique de son enfant, comme mettre un casque sur le vélo, décider de l'heure du coucher. Les parents garantissent aussi la sécurité psychique de leur enfant en étant un soutien émotionnel. Ils peuvent aussi mettre par exemple un contrôle parental sur le téléphone ou sur les ordinateurs. Les parents apprennent aussi aux enfants les règles sociales comme dire merci, bonjour, au revoir. À travers le jeu de minutes de bonheur en famille, c'est exactement ce que j'ai cherché à développer, c'est-à-dire cette autonomie, cette capacité à pouvoir ensemble, en famille, parler de ses souhaits, de ses émotions, de ses attentes, et du coup ce qui permet de nourrir un dialogue qui va aussi être un levier merveilleux le jour où il y a une problématique dans la famille. Et dans le couple, cet équilibre entre autonomie et contrôle va maintenir des relations saines et épanouissantes. L'autonomie va permettre à chaque membre du couple de continuer des activités qui leur tiennent à cœur. Aller à un match de rugby, faire de la danse, de la peinture, pêcher, etc. Cette autonomie met une juste distance qui va permettre à chacun d'exprimer ses ressentis, ses idées, sans être jugé ni critiqué. Et le contrôle, ce mot bien bizarre dans le cadre d'une relation de couple, j'ai envie de plutôt, au lieu de l'appeler contrôle, surtout l'appeler point de vigilance. Un point de vigilance pour moi, c'est mettre des gyrophares. Mettre des gyrophares qui vont venir sonner quand il y a un dysfonctionnement. Alors ça peut être déjà définir ensemble ce qui est inacceptable dans la relation, comme l'humiliation, l'infidélité, la manipulation, les violences. C'est aussi mettre des gyrophares pour s'assurer que le couple prend suffisamment de temps pour lui et que le couple prend suffisamment soin de lui. Alors, avec 2 minutes de bonheur, vous êtes parés. Et hop, une carte du jeu 2 minutes de bonheur en couple ou un livret d'un temps pour deux, par exemple, et le tour est joué, vous avez votre moment à deux. Combien c'est important. C'est aussi vérifier que chacun est à sa juste place. Par exemple, lorsque mon conjoint établit des plannings détaillés de nos week-ends sans me consulter, son intention est sans doute bonne. Il cherche à nous faciliter la vie et à s'assurer que nous tenons nos engagements sans rien oublier. Cependant, je me sens dans ces cas-là contrôlée. J'ai l'impression que mon temps est aspiré par avance sans que je n'ai puisse rien et sans que je n'ai rien décidé. Je me sens alors privée d'autonomie et je rechigne à participer. C'est aussi prendre le temps de s'arrêter pour prendre des décisions ensemble, de savoir parler des sujets qui fâchent. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 215. Savoir parler d'argent quand je trouve qu'il n'y en a pas assez. Savoir parler aussi de l'éducation des enfants quand on n'est pas d'accord. Savoir parler de sexualité quand on trouve que celle-ci n'est plus aussi épanouissante qu'avant. C'est aussi parler de la famille, de sa famille ou de la belle famille quand celle-ci devient trop intrusive. C'est parler aussi des tâches ménagères, de sa répartition, pas toujours très juste, et de la répartition vie professionnelle, vie personnelle. D'ailleurs, je rebondis sur un exemple là-dessus. Imaginons que l'un des membres du couple souhaite prendre un travail avec de nombreux déplacements. C'est important de s'assurer que celui qui sera plus à la maison est OK avec la surcharge de travail lors de l'absence de son conjoint. Comment mettre en place de nouveaux process pour faciliter et pallier les absences? Enfin, pour finir, vous vous rendez bien compte que jongler entre autonomie et contrôle permet, que ça soit dans la vie professionnelle, que ça soit à l'école, que ça soit en famille ou dans le couple, c'est ça qui va maintenir des relations solides et épanouissantes
tout en soutenant les aspirations individuelles de chacun. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, autonomie et contrôle bien ajustés. 1. Sont complémentaires et non contradictoires. 2. Garantissent sécurité et épanouissement. Et 3. Renforcent les liens entre les personnes. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de lâcher prise en laissant votre entourage se prendre en main. Prêt à essayer pour la première mouture de la prochaine présentation en comité de gestion, le travail scolaire de vos enfants ou les courses familiales faites par votre conjoint? Ça n'empêche pas un petit contrôle. Allez, osez! La petite mousse de la semaine est anglaise et servie par un poète et peintre du XVIIIe, William Blake, qui nous dit « La confiance n'exclut pas le contrôle. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. » Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.